Bienvenue sur Spamat, ta chaîne qui te spam de maths. Je suis vidéo incroyable, professeur particulier depuis 2 ans et vidéaste sur YouTube. Et aujourd'hui, petit exercice plutôt simple, donc ton théorème de la division euclidienne. Pour ceux qui auraient oublié, c'est quoi une division euclidienne? C'est ça, c'est vraiment les divisions que tu faisais en primaire avec un reste. Par exemple, là j'ai pris 13 et 4, deux nombres entiers. Et du coup, j'ai fait 3 fois 4, 12. Voilà, j'ai soustrait. Au final, j'ai obtenu deux nombres à la fin, 1 et 3. J'ai obtenu 1 et 3 et du coup j'ai pu écrire 13 comme 3 fois 4 plus 1, voilà. Et ce théorème de la division euclidienne, il nous dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand tu prends deux nombres, donc là par exemple j'ai pris 13 et 4, bah il existe une unique manière de l'écrire en fonction de l'écrire 13 et 4 avec un reste pas trop grand, tu vois. Parce que si t'as un reste trop grand, du coup il suffit juste de soustraire encore une fois. Et voilà quoi, nous justement on veut un reste pas trop grand, et en l'occurrence un reste pas trop inférieur à ce nombre là, tu vois. Genre par exemple, pour être plus précis, plus mathématique, si je cherche à écrire 13 comme 4 fois un nombre plus un autre nombre, bah forcément là, ce qui va être ici c'est 3, ce qui va être ici c'est 1. Alors bien sûr tu pourrais dire oui, bah si, non pas forcément, je pourrais prendre, je sais pas, 13 est égal à 4 fois 2, 4 fois 2 plus 5, voilà. Mais 5 il est trop grand en fait, justement. On veut un nombre qui soit inférieur à 4, tu vois. Et nous, le théorème de la division euclidienne, du coup, il prouve que ça c'est vrai pour tout nombre, qu'il existe un unique, voilà. Déjà, j'espère que tu l'auras remarqué, ça c'est un théorème d'unicité, c'est un théorème d'unicité. Ça veut dire que tu as un théorème, tu veux prouver que il existe un unique truc. Et qu'est-ce que tu fais pour prouver les théorèmes d'unicité de manière générale? Tu prouves deux choses. Déjà, tu prouves l'existence. Là, l'existence, ça consisterait en quoi? Ça consisterait en prouver que chaque nombre, tu peux faire la division euclidienne, quoi. Chaque nombre, tu peux trouver un certain, un certain Q et R, tel que A c'est égal à BQ plus R, avec R inférieur à valeur absolue de B et strictement positif. Voilà. En gros, voilà, ça consiste en quoi, ça, l'existence. Maintenant, l'unicité, ça consiste en quoi? Ça consiste que, on va dire qu'il y en a qu'un seul. Il y a qu'un seul. Si t'as un couple QR, tu peux avoir qu'un seul. Pas deux qui vérifient la condition. J'ai pas écrit, pardon, excusez-moi. Unicité. Voilà. Donc, comme j'ai annoncé dans la miniature, du coup, j'ai prouvé l'unicité du théorème dans le théorème de la division euclidienne. Alors, on va pas s'occuper de l'existence parce que l'existence, c'est une preuve assez chiante. Voilà, c'est le mot, chiant. Dans le sens où c'est pas vraiment des maths, c'est plus du français en fait. C'est plus, on est vraiment à la base. C'est plus du français. Tu déroules. Bon, c'est pas très intéressant, je trouve, pédagogiquement. Pour les curieux, je laisse en exercice, bien sûr. En gros, l'idée, c'est que, du coup, comme l'existence, faut trouver un Q et un R qui marche. L'idée, c'est que tu poses Q comme étant le plus grand entier, tel que A, A ce soit supérieur ou égal à BQ. Et tu poses R comme étant A moins BQ. Voilà, ça c'est le cas du coup quand ta B supérieur à 0. Ensuite il faudra faire un cas inverse, un machin, bon voilà. C'est surtout long, mais c'est pas très dur quoi. Ça n'a pas un grand intérêt, je le laisse en exercice pour ceux qui veulent. Maintenant l'unicité. C'est ça qui va nous intéresser. Comment est-ce que on va prouver l'unicité de la division du couple du coup qui résulte de la division euclidienne? Bah c'est simple, de manière générale en maths, j'espère que tu as ce réflexe, il faut absolument que tu l'aies. De manière générale, en maths, quand tu cherches à prouver l'unicité d'un truc, tu fais toujours un truc, c'est tu supposes qu'il y en a deux. Tu vas faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Bon, effectivement, il y a plusieurs écoles. T'es pas obligé vraiment de faire un raisonnement par l'absurde. Moi, je le fais parce que je trouve que c'est une bonne façon de bosser vraiment le raisonnement par l'absurde pour les nouveaux élèves. Parce que ça, c'est des démonstrations que tu fais au tout début de L1, de prépa, de ce machin. Et c'est cool pour bien bosser le raisonnement par l'absurde. Donc, moi, ce que je fais, je vais un peu titiller le sujet. On me demande de dire ouais, il existe un unique QR, genre il y en a qu'un seul. Et moi, je vais faire ah ouais, bah moi, je vais supposer qu'il y en ait deux. Je vais faire comme s'il y en avait deux, et on verra bien, tu vois. C'est ça le principe du raisonnement par l'absurde, donc supposons, mais déjà, avant tout, de commencer tout, il y a un réflexe qu'il faut que tu aies absolument. Latin, pour tout AB appartenant à Z carré. Quentin, pour tout AB appartenant à Z carré, et que du coup tu dois prouver ce théorème. Toujours réflexe absolu. Tu fais un petit soit AB appartenant à Z carré,
Et c'est tout. C'est tout, voilà, c'est tout. Tu fais ça, et là, t'as plus à t'occuper de ça, tu peux vraiment te concentrer sur ce qu'il y a après. Soit AB appartenance des carrés, c'est bon. Maintenant, tu cherches à prouver que il existe R et Q tel que A c'est égal à BQ plus R. Donc, du coup, on va supposer le contraire. Supposons. Tu sais quoi, je vais écrire avec le petit texte là. Voilà. Parce que j'écris très très mal à la main. Donc, supposons l'existence de deux couples. Donc là, les couples, je vais vraiment les écrire. Q1 R1 et Q2 R2 avec bien sûr Q1 R1. Je vais recopier un peu parce que j'ai la flemme, je vais pas tout réécrire, franchement chiant. Je vais recopier toc avec bien sûr Q1 R1, c'est différent de Q2 R2, c'est la base de notre raisonnement par l'absurde. Vérifiant les propriétés, vérifiant du coup le théorème. Vérifiant le théorème du coup, donc ça, le fait que A c'est égal à BQ plus R et la condition là. Déjà, on va pas s'occuper pour l'instant tout de suite de cette condition là. On va déjà faire se servir du A est égal à BQ plus R. Comme on sait que les deux vérifient la conclusion, la conclusion, pardon, la condition, voilà. T'as A c'est égal à, pardon, BQ1 plus R1. Et là, t'as A, pardon, c'est égal à BQ2 plus R2. Voilà. Et du coup, comme t'as ça c'est égal à A et ça c'est égal à A, par transitivité de l'égalité, pardon, on a, forcément, c'était pas très dur à trouver, BQ1 plus R1, c'est égal à BQ2 plus R2. Voilà, et qu'est-ce que tu en déduis? Bon là je vais aller vite parce que c'est vraiment très simple, juste tu passes ton BQ2 à gauche et tu passes ton R1 à droite. Je vais même, tiens, je vais me faire un petit copier-coller. Non, je vais tout écrire, en vrai ce sera mieux. T'as ton B, je vais même directement factoriser pour gagner du temps. BQ1 moins Q2, c'est égal à R2 moins R1. Nickel, ça... Déjà, c'est fait. On a une expression assez jolie, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que tu déduis de ça? Là, j'avoue, c'est un peu la roulette russe. C'est un peu le moment dans les problèmes d'arithmétique. D'ailleurs, les problèmes d'arithmétique, c'est vraiment... l'arithmétique, c'est vraiment la discipline la plus dure en maths, considérée comme la plus dure en maths, parce que on comprend pas vraiment comment ça marche. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sortent du chapeau. C'est pas très, très intuitif. Et là, il y a un truc qu'il faut que tu aies. Bon, en réalité, c'est intuitif quand tu sais les conditions. Mais faut penser à ça, quoi. À quoi tu peux penser? Déjà, là, c'est le moment où on va utiliser les autres conditions, que 0 inférieur ou égal à R, qui est strictement inférieur à la valeur absolue de B. Donc là, en l'occurrence, si tu prends avec R1 et R2, tu as 0 R1 B et 0 R2 B. Ok. Et là, l'intuition, ça va être quoi? L'intuition, c'est que, comme tu as... je vais faire une petite droite pour un peu vous aider. Comme tu as R1 et R2, ils sont compris tous les deux entre 0 et valeur absolue de B. Là, j'ai pas, là t'as un R1, là t'as un R2. Bah, leur écart, il va aussi être compris dedans. Leur écart, en tout cas, il va être inférieur à la valeur absolue de B. Donc ça, c'est la longueur valeur absolue de B. Leur écart, il va être compris. Genre, si tu soustrais, ça va être encore plus petit. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Que leur écart va être compris. Ça veut dire que juste valeur absolue de R2 moins R1, pardon. C'est strictement inférieur à valeur absolue de B. Bon, en réalité, c'est un peu frauduleux. Là, j'ai pas fait de démonstration. Là, c'est vraiment pour donner une image. C'est l'intuition que tu devais avoir. Maintenant, faut prouver ça, bien évidemment. Donc, petit lemme, j'ai envie de dire. Petit lemme, voilà, tranquille au bidou. Tu prouvais que R1 moins R2 moins R1, c'est strictement inférieur à B. Bon, en vrai, pas bien compliqué. Il faut juste prendre valeur absolue. Souvent, il faut que tu aies l'intuition de faire deux cas différents. Le premier cas, c'est quand tu as R2 strictement supérieur à R1.
Donc là, c'est comme R2 supérieur strictement à R1, bah t'as R1 moins R2 strictement supérieur à 0. Et comme R1 moins R2 c'est strictement supérieur à 0, voilà, t'as R1, R2 moins R1. Bah, c'est égal à la valeur absolue de R2 moins R1. R2 moins R1. Et attends, c'est incroyable, j'ai complètement oublié où est-ce que je voulais en venir. C'est vraiment faux. Non, non, oui, oui. Ah, je suis un ouf, je suis un ouf, je suis un ouf. Je suis vraiment un ouf, non. On va faire de l'autre sens, on va faire de l'autre sens plutôt. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. J'ai déroulé complètement comme un débile. Voilà, oui, c'est ça. Tu pars justement non, de valeur absolue de R2 moins R1, voilà. Comme ça. Et tu dis l'inverse, voilà. Valeur absolue de R2 moins R1, comme ça c'est positif. Bah forcément, ça c'est juste R2 moins R1. Et R1 c'est un nombre positif, hein. On est bien d'accord, là on a dit R1 c'est supérieur ou égal à 0. Donc quand tu soustrais un nombre positif, ça fait un peu une charge, tu vois. Et du coup, R2 moins R1, ça va être inférieur ou égal à R2. Tu soustrais quelque chose, un nombre positif, si tu l'enlèves, le nombre résultant il va être plus grand. Enfin, jusque là, il n'y a rien de très spécial. Inférieur ou égal à R2, et qu'est-ce qu'on sait de R2? Bah R2 c'est strictement inférieur à B, voilà, c'est ça. À valeur absolue de B. Nickel, donc t'as ça, t'arrives à ça, tu fais un peu le reliage. Au final, t'as R2 moins R1. C'est strictement inférieur à valeur absolue de B. Ensuite, il y a le cas, bon là j'ai fait un cas du coup, c'est R1 strictement supérieur à R2, pardon. Non, j'ai fait le cas R2 strictement supérieur à 1. Bien sûr, faire le cas R1 strictement supérieur à R2. Bon, je vais pas le faire parce que c'est sensiblement la même chose, voilà. C'est exactement la même, voilà. Il y a aussi un cas que j'ai négligé un peu, c'est R1 est égal à R2. Mais bon, ça c'est un cas assez trivial, j'ai envie de dire. Et même, il faudrait pas trop le traiter parce qu'on avait supposé les couples différents. Donc bon, ce serait un peu absurde de penser que R1 c'est égal à R2. Mais bon, c'est pas. On va pas se. Dans tous les cas, c'est facile à vérifier ça. On va pas s'attarder sur ça. Voilà, donc déjà, ce qu'il y a à retenir, c'est que notre lemme il est prouvé. Voilà. Notre lemme, je le mets là, il est prouvé. Ça, c'est nickel. T'as que R1, valeur absolue de R1 moins R2, c'est strictement inférieur à B. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme on a à peu près une valeur absolue de R1 moins R2, bah tu peux réutiliser ça. Tu peux réutiliser ça, et encore mieux, tu peux exprimer ça en fonction de sa valeur absolue. Attends, merde. J'arrive pas, je galère un peu. Je suis boomer, voilà. Tu peux exprimer ça en fonction de ta valeur absolue, voilà. Tu peux mettre la valeur absolue complètement, voilà, c'est vraiment juste deux nombres égaux. Si tu leur mets, si tu leur composes une fonction entre guillemets, bah forcément l'image de leur fonction elles seront égales quoi. C'est assez logique. Juste tu les composes avec la valeur absolue, c'est pas très choquant. Tu rajoutes une valeur absolue. Bon, ouais. J'ai pas envie de me, voilà, c'est assez évident pour le coup. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises la valeur absolue, une propriété de la valeur absolue. Qui dit que en gros, ouais, je vais partir. C'est ça en gros, qui dit que valeur absolue de, je vais l'écrire là. Valeur absolue de AB, c'est égal à valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Tu utilises cette propriété là. Donc ça, tu transformes ça en valeur absolue de B, valeur absolue de Q1 moins Q2. Et ça, tu sais que c'est égal à R2 moins R1. C'est ça. Valeur absolue de R2 moins R1. Mais qu'est-ce qu'on sait de ça, valeur absolue de R2 moins R1? Bon, on sait que ça, c'est strictement inférieur à B. Et si tu fais un peu le lien, ici, si tu reviens, si tu fais un peu le reliage, comme je l'avais fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? On a que... Bah... Valeur absolue de B, facteur de quelque chose, c'est inférieur à valeur absolue de B. Mais c'est strictement inférieur. Mais c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Si je prends par exemple Q1 moins Q2 c'est égal à 1, bah ta valeur absolue de B est strictement inférieure à la valeur absolue de B. Il y a un truc qui cloche. Si tu prends Q1 moins Q2 c'est égal à 2, bah c'est encore pire, tu vois. T'as deux valeurs absolues de B, c'est strictement inférieur à B. Il y a qu'un seul cas qui marche, qui n'est pas cohérent, c'est Q1 moins Q2 c'est égal à 0. Valeur absolue de Q1 moins Q2 en l'occurrence c'est égal à 0. Voilà. Ça c'est le seul cas qui marche. Et qu'est-ce que tu obtiens de ça? Bah tu supprimes la valeur absolue, du coup comme c'est 0, t'as Q1 moins Q2 c'est égal à 0. Et du coup en mettant ton Q2 à droite là, t'as Q1 c'est égal à Q2.
Déjà, ta Q1 est égale à Q2. Chose assez intéressante parce qu'on avait supposé que les deux couples ils étaient différents. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Faut chercher maintenant la valeur de R. La valeur de R. Et comment tu fais? Bah, tu te sers. Tu te sers. Bah, de cette égalité là, par exemple, tu vois. Je vais l'écrire là. Hop là. Je rezoome. Si Q1 c'est égal à Q2, bah B facteur de Q1. Là, tu peux remplacer. Si BR c'est égal à Q2, bah tu peux remplacer ton Q2 ici par Q1. Donc au final, ça, c'est juste équivalent à dire que B facteur de Q1 moins Q1, c'est égal à R2 moins R1. Et là, vous voyez le truc venir. Q1 moins Q1, c'est égal à 0. Donc tout ça, ça vaut 0. T'as R2 moins R1, ça vaut 0. Et du coup, R2, c'est égal à R1. Voilà. Donc t'as Q1 c'est égal à Q2 et R2 c'est égal à R1. Et là, en vrai de vrai, la conclusion elle est là, tu vois. La conclusion, pourquoi on avait fait le raisonnement par l'absurde, on avait supposé qu'il y en avait deux différents. Genre, on avait supposé par l'absurde qu'il y en avait deux, et quand il y en avait deux, ils étaient différents. Mais là, on retrouve quoi? On retrouve que c'est exactement les mêmes. On retrouve que R1 Q1, c'est exactement le même que le couple R2 Q2. Alors que pourtant on avait supposé qu'ils étaient différents. Donc ça c'est une naturalité, il y a deux éléments qui vont pas ensemble, tu vois. Deux éléments qui se contredisent. Là on a abouti à une absurdité. Et du coup voilà, bah, il n'existe pas, il existe vraiment un unique, il n'existe pas deux, il existe vraiment un unique couple Q et R, vérifiant ces conditions-là. Ouh. Bon, voilà, ce fut énergique, ce fut... Voilà, on est bon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.